Bonsoir à tous et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Dans ce genre d'exercice, il y a ceux qui connaissent déjà Pierre-Yves et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je vais essayer de faire une brève présentation qui puisse parler aux deux publics. Pierre-Yves est un économiste, un docteur en gestion. Comme il va le montrer sur sa prochaine slide, il est professeur à l'école de management de Lyon, l'EM Lyon, depuis de longues années. Et il dirige aussi l'Institut français de gouvernement des entreprises, puisque c'est un expert en gouvernance, qu'il est même l'auteur du Que sais-je en 2018 sur la gouvernance d'entreprise. Il intervient régulièrement dans les médias. Il a une chronique dans Le Monde économique que vous retrouvez sur son blog, une chronique mensuelle, mais il intervient aussi dans Alternative économique ou dans les Figaro, dans des supports assez différents, dans les Échos, et il a de multiples passages en télévision et radio. C'est un des people de l'ARN, n'hésitons pas à le dire. C'est un girardien de longue date. Il a eu l'occasion de converser à plusieurs reprises avec René. Il y fait fréquemment et fidèlement référence dans plusieurs de ses essais, et nous y reviendrons, et il y reviendra lui-même certainement. Ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que, à mes yeux, Pierre-Yves est quelqu'un de très original et singulier, parce que ça n'est ni un consultant, ni un économiste au sens traditionnel du terme. Pour moi, c'est un penseur. C'est pour ça que c'est rare et c'est précieux, parce qu'il pense la vie des personnes, la vie des êtres humains dans leur rapport au monde du travail et de l'entreprise. Et généralement, c'est très rare. Ceux qui pensent autour de l'entreprise et du travail, généralement, essayent d'optimiser l'argent qu'ils en tirent, ou font des tas de scénarios et de prévisions. Et donc, c'est très agréable de lire quelqu'un qui pense sur ces sujets, et c'est rare. Je pense que l'ensemble de son œuvre mérite d'être connu pour ceux qui ne le connaissent pas assez. Il a publié une douzaine d'essais en environ 25 ans, donc c'est vraiment des essais qui sont mûris et qui représentent, à mon avis, pas mal de travail et de réflexion et d'expérience. Personnellement, un jour, j'ai cherché à expliquer à mes enfants pourquoi je n'étais pas emballé par l'ouverture généralisée des magasins le dimanche, là où le côté mainstream disait qu'il n'y avait pas de discussion et pas photo, comme on dit. Et j'ai trouvé dans les livres de Pierre-Yves des phrases limpides. Je me suis dit, bon allez, j'arrête de parler, je leur dis, vous lisez ça et vous comprenez ce que j'essaie de vous dire sur ce sujet. Il sait expliquer parfois de manière très claire ce qu'on ressent intuitivement, mais qu'on ne sait pas forcément formuler aussi bien. Donc, j'invite chacun à lire l'œuvre de Pierre-Yves et la partager. Aujourd'hui, on a le plaisir de l'entendre, c'est pour ça que je ne serai pas plus long, parce que c'est lui que vous souhaitez entendre. Il vient nous présenter son dernier essai publié par Benoît Chantre, notre bien-aimé président. Donc, je lui laisse maintenant la parole pour nous parler du capitalisme spéculatif, en nous rappelant que Speculum, c'est le miroir, et ce miroir qui est tendu vers un avenir qu'on continue à vouloir organiser collectivement sans même savoir exactement quel est le sens de cette course en avant. On ne sait pas très bien où tout ça nous mène. À la fin de la présentation de Pierre-Yves, où il va avoir la parole 40-45 minutes, Jean-Marc et moi aurons le plaisir de l'interroger et de discuter environ une bonne demi-heure, et puis on donnera la parole j'allais dire à la salle, mais je crois que même en virtuel, on appelle ça une salle. Voilà, je ne suis pas plus long. Pierre-Yves, à toi la parole. Merci. Le plaisir et même l'honneur est plutôt pour moi, puisque je suis ravi d'intervenir dans cette association pour toutes les raisons que tu as évoquées, notamment cette fidélité à l'œuvre de René Girard, vous voyez qu'il est derrière, qui m'est cher, et mon amitié pour le président, la présidente, et pour chacun de ceux que je connais ici. Voilà, donc je vais aller rapidement à mon sujet, qui est de vous présenter ce livre qui a été publié donc en 2019, L'esprit malin du capitalisme, avec un bandeau qui a été trouvé par Benoît ou par moi, je ne sais plus, qui était… Benoît, tu me… Comprendre la crise qui vient. Comprendre, voilà, comprendre la crise qui vient. Donc on était en octobre 2019. Et la crise qui vient n'était pas tout à fait la crise qui est attendue dans le livre, mais donc la crise sanitaire qu'on a vécue, mais finalement, nous ne perdons rien pour attendre. C'est ce que je vais vous dire aussi ce soir. Je vous partage un PowerPoint, pas pour le plaisir de faire Business School, mais parce que je crois que c'est plus simple, surtout en soirée, de présenter des concepts économiques qui sont parfois complexes,
par des schémas aussi. Ça aide à la compréhension et surtout, pour moi, ça aide à l'expérimenter de manière plus rapide. Donc, le titre qui a été choisi, c'est La spéculation ou l'esprit malin du capitalisme en son miroir. Spéculum, miroir, spéculation. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a un double sens à miroir ici. C'est le miroir spéculatif, mais c'est le miroir que le livre essaie de tendre justement à cet esprit spéculatif. Mais je vais vous le présenter pas à pas. Donc, le livre, le voici, et ce livre, bon, il y a eu de la presse, il y a eu pas mal de commentaires, pas assez bien sûr, mais enfin pas beaucoup dans la presse, je veux dire, mais je dois aussi admettre je crois qu'il n'y a que 2 commentateurs qui ont vu que le livre était composé de 2 parties. En fait, le cœur du livre, voici, alors effectivement le cœur du livre qui fait 90% du livre, c'est le récit du capitalisme spéculatif. Donc, c'est un livre qui pourrait se présenter comme un livre, on va dire, d'économie politique, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire un livre qui essaie d'expliquer comment s'articulent des évolutions économiques, une dynamique. Voilà, un récit sur la transformation du capitalisme avec une thèse. Nous sommes passés d'un capitalisme accumulatif à un capitalisme spéculatif que je vais évoquer tout de suite, hein, donc je ne vais pas plus loin sur les concepts, mais voilà, ça c'est le cœur du livre. Mais en fait, le livre est composé, comme je dis, de 2 parties, d'un prologue et d'un épilogue, le Logos, avant le discours, après le discours, et le prologue et l'épilogue donnent en fait le point de vue réflexif sur le récit. Pour tout vous raconter, et je le raconte en présence de Benoît qui a assisté aux affres de l'accouchement de ce livre, au départ, il était prévu d'écrire 2 parties dans ce livre. Le récit du capitalisme, et ensuite, un peu comme si vous connaissez un autre livre, Le travail invisible, ensuite, un livre mettant en perspective analytique ce capitalisme, cet esprit malin. Mais en fait, je me suis laissé gagner par l'esprit du capitalisme, je me suis laissé gagner par le récit, à tel point qu'il a pris tellement de place qu'il nous a semblé, Benoît et moi, impossible d'écrire un 2e livre entier, reprenant les éléments de ce récit du capitalisme spéculatif. Et donc, il en est resté ces traces que sont le prologue, 4 pages, et l'épilogue, 25 pages, mais qui sont, pour comprendre ce que j'ai voulu faire, et ce que je vais essayer de continuer de faire, qui sont essentiels, en fait. Puisque c'est dans le prologue et l'épilogue qu'on n'entre pas dans le récit. On sort du récit et on essaie de prendre conscience que c'est un récit, en fait, que ce n'est pas la réalité du monde, mais que c'est le récit que le monde se donne à lui-même. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement qu'il soit possible en 35-40 minutes. Je vais donc commencer par vous dresser le récit du capitalisme spéculatif comme un économiste peut le faire. Alors un économiste qui est, comme ça a été rappelé, autant intéressé par les transformations des mentalités et de la société que par les concepts économiques eux-mêmes. J'ai toujours pensé, je pense, que l'économie n'est qu'une branche de la philosophie, en fait, et même de la philosophie morale. Donc c'est une manière de faire société, c'est une des dimensions de la société, et si on oublie que l'économie, ce n'est que ça, on en fait une sorte de science abstraite qui se déconnecte du monde. Quoi qu'il en soit, c'est justement ce récit qui est dans le monde, récit du monde et en même temps déconnecté du monde, que je vous présente maintenant. Alors, comme il faut un point de départ à un récit, un point de départ à une histoire qui se déroule sur maintenant des décennies de l'histoire du capitalisme, le point de départ est toujours conventionnel. Le point de départ que j'ai choisi, c'est le même que celui que j'avais choisi dans le travail invisible, parce qu'il me semble essentiel. C'est le point de départ qui est convoqué par cet homme que nous avons tous oublié et qui s'appelait Gerald Ford. Alors, d'autant plus oublié que c'est le seul président des États-Unis à ne jamais avoir été élu, puisqu'il il a succédé à Nixon en tant que vice-président. Il n'a pas été réélu, il a été battu par Carter. Et pourtant, cet homme a pris les décisions les plus importantes pour l'histoire économique
et même, je crois, pour l'histoire de notre société, depuis la guerre, c'est la loi ERISA de 1974, qui paraît dérisoire, enfin, qui paraît marginale, puisqu'il s'agit d'obliger les caisses de retraite à placer l'argent collecté auprès des salariés américains dans d'autres sociétés que celles des salariés. Donc, en deux mots, depuis le début du XXe siècle, les salariés américains doivent cotiser à des caisses de retraite, en anglais pension fund, mal traduit en français par fonds de pension, en fait ça veut dire caisse de retraite. Donc, ils doivent cotiser une caisse de retraite de leur entreprise. Par exemple, la caisse de retraite de l'entreprise General Motors verse des retraites aux salariés de General Motors. Or, en 1974, on casse ce système et on demande, on exige que les caisses de retraite placent l'argent collecté en dehors de l'entreprise. Pourquoi? Parce que si l'entreprise fait faillite, non seulement les salariés perdent leur salaire, mais ils perdront aussi leur retraite. Donc, pour diminuer le risque, pour éviter le double risque aux salariés, on exige donc que ces caisses de retraite deviennent des organismes financiers, sortent des entreprises et placent l'argent des épargnants, les futurs retraités. Où ça? Auprès des entreprises qui peuvent assurer non seulement du rendement pour les retraites, mais aussi de la liquidité, parce qu'il faut payer les retraites au fur et à mesure que les retraités se présentent. Et donc la seule solution, c'est que cette manne financière soit placée sur les marchés financiers. Et voilà comment est déclenchée cette énorme explosion économique que va être, d'ailleurs on appelle le Big Bang en économie, le Big Bang des marchés financiers, d'abord New York, puis Paris, Londres, et puis de proche en proche, tous les marchés financiers. Cette énorme explosion qui consiste à attirer énormément d'épargne, celle de millions de futurs retraités, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne, sur un marché, le marché boursier, élargi. Le marché boursier, c'est 50 000 entreprises dans le monde. C'est 20 000 entreprises cotées. 20 000 entreprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'entreprises dans le monde. Il n'y a que 20 000 cotées. Enfin, 20 000 cotées actives. Il y a ces milliards vont être comme un gigantesque entonnoir concentré sur très peu d'entreprises. Voilà, pour diversifier le risque et pour des bonnes raisons. Il n'y a pas eu de méchanceté d'infâme financier, c'est pour une bonne raison. Ce président Ford était sage. Il fallait diversifier le risque des retraités. Naissent donc ces acteurs financiers et naît donc une gigantesque bulle financière et une logique spéculative qui s'est mise en place. Cette logique spéculative se met en place dès la fin des années 70 et on n'en est pas sorti. Alors, c'est quoi la logique spéculative? Toute activité économique a pour, dans un système capitaliste, a pour fin de dégager des profits afin d'assurer des rendements, des rentes. Je ne fais pas le cours d'économie de base. Or, pour dégager des profits, il y a deux façons de le faire. Enfin, plutôt, les profits supposent une valorisation du capital. Si j'investis 1000, je vais, grâce à ces 1000, dégager, je passe à 50 de bénéfices et ça va valoriser le capital qui va passer à 2000, à 1050, le prochain poste, voilà, mon capital augmente. Les épargnants que nous sommes tous, il faut qu'on comprenne ce mécanisme élémentaire. Mais grâce au capital que l'on a récupéré sur un marché, on peut s'endetter davantage. Si je récupère 1000 sur un marché, je peux emprunter 500 à la banque, j'ai 1500, j'investis 1500, ce qui me permet de valoriser mon capital, de m'endetter davantage, et ça, c'est le cercle dit vertueux du capitalisme accumulatif, le capitalisme qui existe depuis une bonne centaine d'années. Or, ce qui va changer avec le capitalisme spéculatif, c'est que on privilégie la survalorisation de capital pour tirer des profits. En clair, au lieu d'attendre que le capital de 1000 que j'investis rapporte 50, que je réinvestis, vous voyez que ça fait 1050, etc., je compte sur la spéculation, c'est-à-dire je compte sur l'anticipation des autres qui pensent que ce capital peut se valoriser. Ici, petite note de bas de page, vous pouvez anticiper le lien avec Girard. Je compte sur l'anticipation que les autres font du même capital pour le valoriser sur un marché, à la limite, indépendamment du résultat.
Alors, en théorie, ce n'est pas totalement indépendamment du résultat, mais à la limite, c'est peu importe le temps que va mettre le résultat pour se réaliser. Ce qui importe, c'est que nous croyons tous que le capital va se valoriser. Et dès lors, ça a un effet magique, c'est que l'endettement devient de plus en plus dérisoire par rapport à la valorisation du capital. Je donne un exemple, et pardon d'être un peu lent au démarrage, mais parce qu'après tout se comprend très facilement si on comprend la logique, et que la logique n'est pas perverse du fait de la perversité des hommes, mais de la perversité de la logique même qui se met en place. Si j'achète un appartement, 1 million d'euros, et que j'ai rien, je peux dire à mon banquier, donc j'ai pas d'apport. Et un enfant le comprendrait, vous allez voir. Si je n'ai rien, je demande à mon banquier 1 million d'euros et je lui promets que cet appartement va valoir 2 millions d'euros dans 5 ans. Lui, il croit que j'y crois et qu'il croit que les autres y croient, et donc que le marché immobilier y croit. Et finalement, la promesse de valorisation du capital suffit pour assurer l'endettement grâce à ces 1 million d'euros que j'ai récupéré, j'achète cet appartement. Et si la promesse se réalise, 5 ans plus tard, mon appartement vaut bien 2 millions d'euros, mais mon endettement a été divisé par 2 relativement. Vous voyez, l'endettement a tendance à décroître d'autant plus mécaniquement que le capital se survalorise. Mais le capital se survalorise non pas du fait de son rendement, mais du fait des anticipations croisées sur sa valorisation. Tout le monde se met à croire. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi tout le monde se met à croire que ça se valorise? Mais pour la raison technique que je vous ai annoncé dès le départ, c'est qu'il y a énormément d'argent sur les marchés financiers, très peu de débouchés, et donc, pour faire tourner l'argent, il est presque nécessaire d'anticiper et de survaloriser. S'il y a énormément d'argent sur le marché immobilier et qu'il y a très peu d'immeubles ou de maisons à vendre, et bien en fait, les prix des immeubles vont augmenter mécaniquement pour faire tourner l'argent. Ben voilà ce qui s'est passé sur les marchés financiers depuis maintenant 40 ans, presque un demi-siècle. Et donc, c'est un phénomène autoréalisateur, hein, puisque plus effectivement la survalorisation se réalise, plus l'endettement est faible, plus je m'endette davantage, plus je peux investir, survaloriser le capital, et voilà, c'est infini. Et ça crée cette ligne-là, que vous connaissez bien en économie, la ligne de la croissance. Il y a donc un lien qui est indiqué dans ce titre, et là encore une fois, vous voyez le lien avec Ron Girard, il y a un lien immédiat entre croyance et croyance, entre croissance et croyance, entre la croissance économique et la croyance spéculative dans cette croissance économique, entre la croissance de la valeur des choses et la croyance collective que les biens, en tout cas certains biens, financiers et immobiliers, vont continuer, leur prix va continuer de croître. Voilà ce que c'est que la logique spéculative. On la place donc sur notre schéma, le voici, donc afflux de liquidité importante et mise en place mécaniquement d'une survalorisation du capital et donc d'une logique spéculative. Bien sûr, pour qu'il y ait des croyances collectives, il faut qu'il y ait des convergences sur certaines croyances. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des promesses crédibles, des promesses spéculatives crédibles. Il faut que ce n'est pas une sorte d'irrationalité généralisée. On croit être parfaitement rationnel parce qu'on imite celui qui imite à partir d'une promesse qui paraît plausible. Et la promesse qui paraît plausible à partir des années 80, c'est la financiarisation. C'est le fait que grâce à l'application de normes financières, on va trouver de nouveaux relais de croissance, en tout cas, trouver de nouvelles sources de création de richesse, trouver une meilleure performance des entreprises, une meilleure organisation des entreprises, bref, que depuis les hôpitaux jusqu'aux entreprises les plus capitalistes, si on applique les règles de la financiarisation, ratios, normes financières, alors il y a une création de valeur qui va être le catalyseur de la spéculation. Promesse de la financiarisation,
Et bien sûr, c'est ce qui se met en place à partir de 1975, à partir de la loi ERISA et jusqu'en les années 2010, on va voir pourquoi. Bien sûr, ça va avoir des conséquences directes sur l'économie réelle, comme on dit, l'économie des entreprises. Moi, je reprends cette économie-là, hein, sur ce que font les gens concrètement en économie, c'est-à-dire le travail. Donc, ça va avoir une conséquence directe sur le travail. Comment? D'abord parce que les entreprises et les organisations sont de plus en plus invitées à être gouvernées à partir du profit, puisque le profit, c'est la preuve que la promesse de valorisation du capital va être tenue. Donc, il faut faire du profit. Ou en tout cas, promettre du profit. Un jour. Deuxième conséquence, c'est la course à la taille. Comme il y a beaucoup d'argent, c'est l'entreprise qui va capter le plus d'argent qui va pouvoir racheter les autres. Donc, il y a une course pour capter l'argent sur les marchés. Donc, je vous rappelle, il y a énormément d'argent. Donc, faire des promesses de supervalorisation du capital de l'entreprise. Comment? Course à la taille. C'est toute la logique des OPA à partir de 1980 et donc de l'accroissement de la taille des entreprises qui a eu pour conséquence ce qu'on a appelé la globalisation. La globalisation, c'est d'abord une conséquence de l'accroissement de la taille des entreprises qui déborde les nations, qui déborde les continents et qui n'ont d'espace que l'espace mondial qui est à la taille du marché financier mondial. Course à la taille. Et puis le troisième conséquence, c'est la course à l'innovation. Parce qu'une autre façon d'attirer les capitaux, si vous n'achetez pas vos concurrents, c'est de promettre au marché que grâce à une super innovation dont vous avez le secret, il va se passer quelque chose de formidable sur la valorisation du capital. Et donc, à partir des années 90 en particulier, se met en place, entendons-nous bien, hein, pas l'innovation, la course à l'innovation, ce qui est très différent. L'innovation, ça c'est aussi vieux que l'histoire humaine, évidemment. Mais ce qui est propre à cette période, c'est que l'innovation ne se suffit pas à elle-même. Il s'agit d'innover avant les autres, bien sûr plus vite et mieux que les autres, mais même avant soi-même. Puisqu'à partir de 1994, il est même théorisé que la meilleure façon d'éviter la concurrence, de dépasser la concurrence de ses compétiteurs, c'est de détruire son propre modèle d'affaires plus vite que ne le ferait la concurrence. C'est-à-dire d'avoir un coup d'avance, y compris sur ses compétiteurs. Donc, moi, j'étais prof à London Business School. À la fin des années 90, c'était la loi des prophètes. Hein, ce qu'on appelle hyper competition en anglais, l'hyper-compétition, c'était vraiment ce qu'on enseignait comme le fin du fin de la stratégie. Aller plus vite que ses concurrents, y compris en détruisant sa propre organisation, son propre modèle d'affaires, pour être toujours, alors vous connaissez peut-être ces mots qui sont très à la mode, agile, disruptif, voilà. Course à l'innovation. Tout ça, ça nous donne une entreprise qui est fondée sur des ratios, des reportings, des calculs, des écrans, tout ce qui permet de transformer l'activité humaine, qui s'appelle le travail, en résultat gouverné par le profit et permettant d'être attractif en termes de capital. C'est ce qu'on a appelé donc la financiarisation des entreprises et que je traduis par cette petite image de l'entreprise tableur. L'entreprise devient une sorte d'immense tableur dans lequel le travail est de plus en plus invisible au profit donc des chiffres qui sont supposés en rendre compte. Quand on y réfléchit, ce n'est pas l'entreprise qui devient tableur, c'est l'hôpital qui devient tableur, c'est l'armée qui devient tableur, puisqu'on va compter les lits et la rotation des lits, comme on compte le coût des divisions, et je crois que de l'armée bien sûr, et du matériel. Voilà, donc en quoi le mimétisme spéculatif a des effets de réel. Ce n'est pas juste dans la tête des gens, la psychologie des marchés et des croyances, ça a un effet très concret sur les activités de travail et donc sur la vie réelle. Voilà. On le place donc sur notre chemin. La financiarisation a conduit donc à la course à la taille, au gouvernement par le profit et à l'innovation. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire le lien entre ces dimensions économiques et la transformation de la société, des mentalités. Donc pas seulement parce que, comme je vous le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie économique, c'est l'anthropologie économique. Bien sûr, ça c'est mon point de vue. Mais aussi parce que l'économie est
elle-même transformée par la façon dont les acteurs, qui sont les travailleurs, qui sont les consommateurs, se représentent l'économie. Mais il n'y a pas l'économie d'un côté et puis les acteurs de l'autre. Les acteurs sont dans l'économie, et donc si leur mentalité se transforme, ça va jouer en retour sur l'économie. Comment cette transformation des entreprises, de la façon de travailler, a eu une conséquence? Quelles conséquences elle a eu sur les mentalités? J'en vois 3. D'abord, ça a développé à partir des années 80, ce que j'appelle l'esprit de rente. C'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner beaucoup plus d'argent par la rente et la spéculation, même au niveau de chacun d'entre nous, que par le travail. Donc, c'est un esprit, je ne vais pas plus loin, si vous voulez, on ira plus loin dans les discussions, hein, qui se met en place, y compris chez les jeunes. Si je fais un bon coup, je crée une start-up particulièrement originale, etc., je peux devenir riche rapidement et faire ensuite ce qui me plaît éventuellement. La deuxième conséquence, c'est une explosion des notations, des classements, des indicateurs, y compris dans notre vie quotidienne. Tout est classé. Tout devient susceptible d'être un indicateur. Alors, depuis le classement des écoles, le classement des hôpitaux, le classement des meilleurs salaires, jusqu'à les indices de santé, les indices de beauté ou je ne sais quoi. Bref, tout est transformé, y compris dans la vie quotidienne, en indicateur, au même titre que ça a été transformé, dans la même logique que ça a été transformé dans les entreprises. La troisième conséquence, c'est une très forte intensification du travail et on assiste à ça à partir des années 2000, une démobilisation de plus en plus grande des travailleurs parce que le gouvernement par le profit a tendance à épuiser en fait les acteurs et surtout cette transformation permanente d'une entreprise, cette course à l'innovation où tous les 2-3 ans on détruit l'organisation, les hiérarchies, etc. pour commencer autre chose. C'est très démobilisateur. Tout ça, ça nous fait et ça conduit à l'émergence de ce que j'ai appelé dans ce livre l'individualiste microcapitaliste. Le microcapitaliste, c'est-à-dire la personne qui se voit, qui est appelée à se voir, à se comprendre par imitation des autres, toujours, par imitation spéculative des autres, comme un microcapitaliste qui a son petit capital de compétences, son capital humain, son capital relationnel, son capital santé, son capital vacances, son capital, tout devient capital et chaque personne est invitée à être un bon gestionnaire et de préférence un excellent spéculateur de son capital individuel. Nous devenons des microcapitalistes. Donc, ce que j'appelle l'individualisme de type microcapitaliste. Individualisme est pris au sens de Tocqueville, c'est-à-dire c'est pas au sens moral. C'est le fait que l'individu se pense par rapport à la société qu'il veut construire lui-même, pas lui-même, mais à partir de la société qu'il veut construire. Et donc, cette société, il va la construire à partir de la valorisation de son propre capital. Voilà donc cette première période qui a donné une croissance extrêmement forte, ininterrompue, alors moins forte en Europe, c'est pour ça qu'on a l'impression, mais très forte aux États-Unis et extrêmement forte en Chine. Donc Japon, donc croissance économique, une des plus importantes croissances ininterrompues de l'histoire de l'humanité, fondée donc sur cette mécanique centrale de la spéculation, alimentée ici par la financiarisation. Évidemment, cette période de croissance se heurte à une crise, se fracasse, on pourrait dire, à une crise en 2008-2009, la crise donc dite des subprimes, qui éclate, comme toujours, il faut un élément déclenchant. C'était les subprimes aux États-Unis, mais en fait, vous voyez bien que c'est tout le système qui est extrêmement intensif, très consommateur de ressources, qui a connu beaucoup de petites crises, de crises importantes, mais de crises qui n'ont pas été globales, qui n'ont pas été généralisées. En 87, la crise russe, la crise argentine, toute une série de crises. En 2001, il y a une crise importante sur les nouvelles technologies déjà, mais la crise de 2008 est importante parce qu'elle est générale. Et le système peut s'effondrer. D'ailleurs, il va s'effondrer. À ceci près que les États vont intervenir massivement pour injecter des liquidités. Ici, vous voyez, l'afflux de liquidités. En fait, ils vont réinjecter des liquidités dans la machine à sous. Énormément de liquidités, presque 3 000 milliards de dollars en un an, pour éviter qu'elles s'enrayent. Et effectivement, on va éviter ce désastre. Alors, le désastre est pris du point de vue, évidemment, du système spéculatif. On va éviter le désastre
en 2009, et les affaires vont petitement d'abord, puis fermement repartir à partir de 2011-2012. Mais pour qu'elles repartent, il nous faut un nouveau relais de croyance, enfin ce que j'appelle un relais de croyance. Il nous faut de nouvelles croyances pour renouveler les promesses spéculatives. On peut facilement entendre que la spéculation autour de la financiarisation, vu ce à quoi ça a conduit, et ce prime, cette espèce de fracassement possible du monde entier devant le mur d'argent des marchés financiers, ne fait pas rêver les spéculateurs comme si la financiarisation était absolument neutre et parfaitement positive. Il faut donc un relais de croyance, comme il y a en économie, vous savez, des relais de croissance. Et comme vous avez compris, les départ, j'associe les deux. Il ne peut pas y avoir de relais de croissance s'il n'y a pas de relais de croyance dans un monde spéculatif. Quel est donc ce relais de croyance que nous avons connu? Là, je vous parle d'une histoire assez récente. À partir des années 2010, c'est la digitalisation. Là aussi, juste une petite note pour éviter une même compréhension de ce que je dis là. De la même façon que la financiarisation ne remet pas en cause la finance. La finance, c'est bien pour l'économie. Ça permet d'anticiper. La financiarisation, c'est autre chose. C'est que la finance, au lieu d'être servante, elle devient maîtresse. Vous voyez, on gouverne à partir du résultat financier. Donc, au lieu d'être servante des transformations, des investissements, elle devient maîtresse. Même chose pour la digitalisation. Le numérique, en anglais digital, existe depuis les années 60-70. Et les transformations numériques du monde, oui, c'est années 70 déjà. Donc, voilà, on a un développement, l'Internet apparaît dans les années 80, 90, très bien. La digitalisation, ce n'est pas tout à fait le digital, ce n'est pas tout à fait le numérique. La digitalisation, c'est ce renversement, comme la financiarisation, c'est le renversement. Le numérique, au lieu d'être au service de la transformation économique, il devient l'objectif de la transformation économique. Il faut se digitaliser. Ça devient une sorte d'ardente obligation, mieux que ça, une promesse spéculative. Grâce à la spéculation, grâce à la digitalisation, il va y avoir une croissance économique formidable, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on a raconté encore il y a un an, de merveilleuses technologies qui vont transformer tellement radicalement les choses, les marchés, le monde, les entreprises, que vous ne savez même pas ce qui nous attend, tellement que c'est extraordinaire. Donc, misons, donc, spéculons, donc, faisons foi dans cette croyance collective que le digital va tout changer. Comme toujours, la croyance a sa propre logique mimétique, pour autant, elle a des effets de réel. Et elle ne plane pas au-dessus des eaux de l'économie réelle qui, elle, continuerait sa route. La croyance va évidemment transformer la façon de faire de l'économie, comme la financiarisation l'avait faite dans les années précédentes. Donc, entre 2010 et 2020, on assiste à une nouvelle transformation du travail et des entreprises. Ça va apparaître ici. L'invasion numérique, une sorte de course à l'innovation numérique, enfin il y a une course à l'innovation numérique, multiplication des investissements plus ou moins rentables, mais peu importe, puisque le coup d'après, ça devrait être cette transformation digitale dont je parlais tout à l'heure, qui est merveilleuse et qui doit tout changer. Donc, l'invasion numérique, ça fait apparaître des spécialistes du digital qui vont prendre le pouvoir, qui vont prendre le pouvoir sur un sujet qui est assez mal connu du public, donc qui vont mener les investissements et plutôt conduire à des surinvestissements. Et puis, ça a une conséquence vécue, c'est l'explosion des espaces et du temps de travail. Ça, c'est avant le Covid. C'est avant le télétravail obligé, qui n'est pas du télétravail avant le Covid. L'explosion des espaces a commencé dès les années 90 avec la disparition du bureau, avec le début du télétravail, avec le fait de travailler avec des portables à distance. Donc, déjà, l'entreprise se transforme, elle se veut souple, agile, numérisée, fluide, presque sans mur, c'est très, très transparente. Et elle a pour héros ce jeune homme geek
vous voyez, très décontracté et en dehors du monde de business classique. J'aime beaucoup cette image parce qu'on le voit entouré, enfin, on le voit n'utiliser que des outils numériques, parce que je ne vois pas bien à quoi servent les crayons, que des outils numériques, et en fait, avec son sourire, il maîtrise le monde. Il est le maître du monde à partir de son écran. Agilité, transparence. Ça, c'est un peu la projection des étudiants en start-up, et c'est aussi la projection des entreprises, notamment des entreprises qui rêvent d'une nouvelle génération au de jouvence, il faut le dire, un peu parfois ridicule lorsqu'elles draguent des jeunes gens et des jeunes filles start-upers, comme si elles pouvaient, ces vieilles organisations, devenir elles-mêmes des start-up. Vécu pour certains qui m'écoutent. Ce que j'appelle là l'entreprise tablette. Le tableur, elle devient même une tablette, et la tablette, c'est vraiment quelque chose de très plat, très fluide, c'est juste un écran, c'est transparent, et il n'y a plus personne. Voilà, deuxième effet de réel de ce mimétisme spéculatif. On le place sur notre schéma. L'entreprise, c'est non seulement la course à la taille, à l'innovation, mais c'est une innovation digitale, avec une invasion des technologies numériques, explosion des espaces, du temps, et voilà une entreprise, c'est tout ce qui est en marron, donc c'est l'entreprise, c'est le monde du travail, qui sous l'effet de la digitalisation est de plus en plus grande, frénétique et digitalisée. Quelles sont les conséquences sur les mentalités? Première conséquence, c'est l'affaiblissement du collectif. Alors, le collectif de travail, ça a été très important dans toute communauté. Hein. Il y a le travail collectif et il y a le collectif de travail. Le collectif de travail, c'est l'ensemble des ressources que je peux puiser du fait de travailler avec les autres, qui sont des ressources de compétences, de savoir-faire, mais aussi des ressources personnelles, d'accompagnement, d'amitié. Donc là, on a un affaiblissement déjà très renseigné, très informé sur le collectif de travail dès les années 2000. Ça veut dire que l'entreprise est un lieu où de plus en plus on passe, dans lequel on vend ses compétences, on essaie de rester le moins possible, on partage le projet stratégique, mais pour autant qu'il n'y ait pas un projet stratégique plus rentable et plus attractif. Bref, on n'est pas attiré par le collectif, on est attiré par la capacité de l'organisation à nous offrir du rêve, de l'intérêt, de la croissance de compétences. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous le dire au départ, hein, je caricature nécessairement dans ce schéma, comme tout schéma. Je vous parle de la tendance. On va trouver évidemment des entreprises qui résistent en termes de collectif de travail, bien sûr, mais justement, elles résistent. Elles résistent parce que la tendance générale, c'est plutôt cet affaiblissement du collectif, y compris avec toute cette littérature que l'on a entendue sur la fin du salariat, sur l'ubérisation du monde. La deuxième conséquence, alors qui est liée à ce que je viens de dire à l'instant, c'est que vous savez, lorsqu'on quitte une entreprise aujourd'hui, on sort, on part avec l'ordinateur portable et le téléphone portable, c'est-à-dire les deux instruments de travail principaux du jeune idéal typique que je présentais tout à l'heure. On sort avec. Et avec ces instruments, on peut travailler chez soi, non seulement pour l'entreprise, mais pour soi-même, y compris en concurrence avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a assisté, ce que Rifkin avait montré dès le début des années 2000, on assiste à un déplacement de l'espace de travail, mais aussi de l'autonomie du travailleur, qui peut travailler pour son propre compte. Donc, travail hors entreprise, qui crée de nouveaux marchés. Alors, l'ubérisation, c'était cet exemple, mais par exemple, on devient hôtelier, parce qu'on a une chambre allouée par Airbnb, mais on devient vraiment hôtelier. Hein. On nettoie les chambres, on passe des commandes, on reçoit, on réceptionne, on prend des engagements. Bref, on devient hôtelier, on travaille hors entreprise, et ça crée de nouveaux marchés. Ça crée grâce à de nouvelles intermédiations, des plateformes, Airbnb, des algorithmes, voilà. On devient chauffeur routier avec Blablacar, bref. Et puis on fait des tas de choses par Internet, y compris Wikipédia, la plus grande encyclopédie du monde, qui est réalisée à partir de 2003 et qui écrase toutes les autres encyclopédies, puisqu'il y a à peu près 1 million de collaborateurs rien qu'en France.
c'est ce qu'on a appelé l'économie liquide. Il y a toute une forme d'économie qui va échapper aux entreprises. Les entreprises sont là, vous voyez. Il y a toute une partie des entreprises, en vert, là, qui échappe aux entreprises. Ça dépasse. Alors ça, bien sûr, ça va avoir des conséquences sur notre individu micro-capitaliste, qui trouve encore plus de raisons d'être un micro-capitaliste. Parce que nous pouvons valoriser, en dehors de l'espace collectif du travail qui est l'entreprise, nous pouvons valoriser nos compétences à la marge, comme on dit en économie, vous voyez, grâce à notre ordinateur et notre téléphone portable. Cette nouvelle économie liquide, très fondée sur les réseaux, très fondée sur la technologie digitale, a une conséquence sociale voilà, qui me passionne, c'est l'émergence de communautés, ce que j'appelle les communautés émotionnelles. C'est-à-dire que finalement, subitement, il y a des cristallisations émotionnelles sur un sujet. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de collectif et qu'il n'y a pas de communautaire, mais ce sont des communautés à partir d'individus qui pleurent ensemble, ou rient ensemble, ou sont émus ensemble, ou sont en colère ensemble, ou manifestent ensemble, et puis ça s'éteint. Il se trouve que quand je finissais la rédaction de ce livre, je me souviens encore de notre échange avec Benoît, Notre-Dame de Paris brûlée. Et exemple magnifique de communauté émotionnelle, parce que là, on a une sorte de communion dans l'émotion de la part de croyants, non-croyants, spécialistes du Moyen-Âge, anti-Moyen-Âge, peu importe, émotion. Et puis tout ça retombait, comme retombait l'émotion après la mort de Chirac, comme retombait l'émotion après la mort de Johnny. Comme, vous voyez, vous avez voilà, une société qui est de plus en plus, là vous voyez aussi, plus que le clin d'œil, hein, le lien avec Girard, hein, qui s'agrège et se désagrège très vite. Et donc avec des boucs émissaires multiples, hein, des polémiques constante. Mais cette société a besoin de ça parce qu'elle est composée de micro-capitalistes qui cherchent à valoriser ce qu'ils peuvent valoriser et qu'elle se déploie non plus dans des organisations relativement cadrées, mais dans cette espèce d'économie liquide qui est une économie de réseau. Et d'autres. Peut-être rappeler en 2 secondes l'étymologie de communauté auquel tu tiens généralement. Alors oui, merci. Et communauté, hein. Ah oui, pardon, je commente sans souci de la date. Oui, pourquoi? Communauté, hein, du latin cum munus, cum ensemble, munus, la dette, ce qui nous est donné. Munus, c'est la charge. Donc nous avons une charge commune, c'est ça une communauté. Hein. Une communauté a une charge envers Dieu, une charge envers, donc un devoir, une dette, devoir envers les autres. Bref, elle se construit une dette qui n'est pas que financière, qui peut être envers des plus pauvres, envers des plus riches, en fonction de la forme de la communauté. C'est la forme, en fait, de ses devoirs, de ses dettes. Alors, merci de rattirer l'attention, hein, j'avais noté, sans souci de la dette. Ce qui est caractéristique des communautés émotionnelles, c'est que la dette est éphémère, en fait. La dette envers Johnny Hallyday, elle dure l'émotion envers Johnny Hallyday. Enfin, vous voyez, la France n'a pas été transformée après, on n'a pas changé notre mode de vie de ce fait-là, malgré l'énormité de l'émotion. Donc, il n'y a pas de dette au sens, il n'y a pas de continuité. Ça disparaît très vite. Donc, le devoir disparaît très vite. Donc, vous voyez comment la boucle, comment le système se reboucle. Cette communauté, cette société qui est fondée sur une émotion communautaire ou une communauté d'émotions sans dette, sans accumulation, est très compatible avec cette logique spéculative que je vous ai très rapidement décrite, en tout cas ces mécanismes. La spéculation n'a pas le souci de la dette au profit du souci de la valorisation du capital. Là, ce qui est vrai dans l'espace économique se traduit, se miroite, est en miroir, se réfléchit dans l'espace social, les deux étant évidemment très liés, les communautés émotionnelles d'individus micro-capitalistes sont sans souci de la dette. D'où cette connotation que j'ajoute dans le livre, hein, individu micro-capitaliste narcissique. J'emprunte à Latch, hein, cette notion de narcissisme. C'est pas le narcissisme au sens moral. Latch utilise le terme dans son sens psychologique,
et narcissique, celui qui se prend lui-même pour le centre. L'individu, il crée la société autour de la Tocqueville, hein. Il crée la société à partir de lui. Le narcissique, il se prend lui-même pour le centre du monde. Et donc, nous avons des juxtapositions d'individus narcissiques, dans une traduction qui est presque caricaturale de ce que je dis là, c'est le déploiement des, comment dit-on, le fait de se prendre en photo sur des selfies, c'est-à-dire, je me prends en photo, moi, je suis le centre du monde, et je communique l'émotion ressentie au moment où je me prends en photo au monde entier, par le biais des réseaux sociaux, évidemment le monde entier se traduisant par 4 personnes ou 3 millions, peu importe. Voilà, je communique mon émotion et j'espère créer une micro ou grande communauté d'émotions. Le règne du selfie. Le selfie, qui est self, mais un selfie quand même, un self centré sur lui. Voilà donc comment s'est mis en place cette nouvelle étape de la spéculation qui marche pas mal. Et donc, si je vous rappelle pour la bonne bouche que les entreprises, évidemment, sont obligées de récupérer une partie du travail hors entreprise, hein, c'est tout ce qu'on dit autour du big data, mais je ne vais pas aller plus loin sur cette question. Ce soir, en tout cas. Voilà donc ce qui se passe, évidemment, croissance économique. Et tout ça, ça se heurte à la possibilité d'une crise. Alors, quand je présentais le livre juste avant la Covid, je mettais au centre crise en 2020. Et il se trouve qu'une crise est arrivée, qui n'est pas la crise attendue, qui est une crise sanitaire. J'espère vous convaincre que le système est tel qu'il ne faut pas être grand gourou pour imaginer qu'il y aura une crise financière, une crise de l'ensemble du système. C'est un système qui est tellement consommateur d'énergie financière, mais pour tourner aussi vite, il consomme énormément d'énergie humaine, intensification du travail, et énormément d'énergie physique, croissance. Bon. Donc, c'est pas être catastrophiste de dire que c'est un système qui est de toute façon amené à devoir soit ralentir très fortement, donc à changer, soit à se collapser, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire à se détruire en se heurtant à un mur soudain, comme les subprimes d'une époque. Donc, je maintiens d'ailleurs cette analyse, mais encore une fois, qui n'est pas du tout pessimiste, vous voyez, ou catastrophiste, c'est juste, il suffit de lire le schéma. Si votre vélo ou votre voiture, votre moteur tout très très vite, à un moment donné, vous pouvez dire, il va peut-être se passer quelque chose, soit je n'aurai plus d'essence, ça s'arrête, soit je grille quelque chose et ça va s'arrêter aussi. Voilà, donc je resterai là sur le récit capitaliste. Ça a l'air sombre, peut-être, je ne sais pas comment vous le prenez, ou amusant, ou en tout cas, c'est comme ça que nous avons avancé et nous avons été des parties prenantes de cette transformation. Je passe maintenant à la seconde partie du livre, dont je vous ai dit qu'elle est extrêmement courte, donc je vais être très courte, puisque c'est uniquement le prologue et l'épilog. En fait, ce que je vous ai raconté là, c'est ce que le capitalisme dit de lui-même. C'est ce que la société, le monde, comme on dit dans certains milieux, c'est que la société raconte d'elle-même. Ou ce qu'on disait naguère, ou jadis, ce que l'idéologie dominante raconte d'elle-même. C'est comme ça que le monde. Alors, il est comment le monde? Alors, ça, c'est un point qui est toujours très difficile à expliquer en dehors de vous, de cette association, parce que ça va vous paraître évident, évidemment. Mais la société produite par le capitalisme spéculatif est à la fois rêvée, mimétique, fondée sur la croyance, et en même temps, et du fait même qu'elle est fondée sur la croyance, autoréalisée. C'est les deux, c'est pas un contre l'autre. C'est pas l'erreur des croyances ou l'erreur idéologique ou l'erreur des idées contre la réalité matérielle. Il n'y a pas d'économie réelle qui sera opposée à l'économie financière. Il n'y a que l'économie. Il y a même que la société. Donc, cette société produite par le capitalisme punitif a produit donc est fondée sur une hyperconsommation, une consommation intense
du fait de l'individualisme narcissique, une cohésion sociale de plus en plus liée, fondée, associée, dépendante des plateformes techniques, du fait de la, vous avez vu en bas, du côté très, très fluide de cette société, très liquide, et je l'ai dit, sur des communautés émotionnelles. Donc, on ne peut pas dire l'absence de communauté. Hein. Et pour les jeunes que j'accompagne depuis 30 ans que je suis prof dans l'école, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très communautaires. Mais ce sont des formes de communauté qui n'ont, je ne dis pas rien à voir avec, mais un rapport qui n'est pas aussi clair avec ce qu'on appelait communauté dans les années 90, voire ce qu'on appelait communauté dans les années 1960. Même si on emploie le même mot. Donc, voilà pourquoi je rajoute émotionnel. Et donc, cette articulation, cette dialogie entre croyance et production matérielle, hein, la croyance commune produite par le capitalisme spéculatif, c'est l'impermanence des positions. Et cette thématique c'est toujours la fin d'un monde. Je parle avant Covid. Hein. C'est toujours la fin d'un monde, l'ancien monde, le vieux monde, le monde qui disparaît, parce que tout change, parce que voilà, et tout est impermanent et tout est naturellement impermanent. Alors, vous voyez pourquoi, du fait de la frénésie spéculative. 2, elle est fondée sur un optimisme technologique incroyable. Ça, c'est la thématique du monde d'après. Le monde d'avant, c'est vieux, mais ça disparaît tout le temps. Et le monde d'après, ben, il est formidable. Il sera toujours formidable. Alors, il était formidable dans les années 2000 grâce à la spéculation financière. Il était formidable dans les années 2010 grâce aux promesses de la digitalisation qui allaient tout changer. Il est formidable aujourd'hui pour Elon Musk parce que nous allons conquérir Mars, parce que voilà, le monde d'après, ça va être vraiment quelque chose de prodigieux. Donc, c'est cet optimisme technologique. Et puis, ce que j'ai appelé, c'était d'ailleurs le sens initial du livre, hein, le fatalisme anti-humaniste. Pour que marche ce monde spéculatif, pour que les petits micro-capitalistes narcissiques se réalisent dans ce monde, tel que ce monde se décrit, donc, ils ne doivent pas être humanistes, ils ne doivent pas trop s'occuper de l'humain. Les machines, la machine, le grand système s'occupe de tout, puisqu'en fait, c'est la promesse spéculative qui fait office d'avenir radieux. L'avenir est nécessairement radieux du fait même qu'il y a toujours des promesses spéculatives, qu'il y a toujours des relais de croyances spéculatifs qui permettent à la fois l'enrichissement, l'accroissement des compétences, l'augmentation de l'émancipation de la liberté, et donc il y a une sorte de fatalisme. L'évolution économico-technologique nous emporte irréversiblement. Et si vous résistez, c'est que vous êtes dans l'ancien monde. Vous n'avez pas compris le monde d'après. Et anti-humaniste, parce que la mécanique spéculative, à la limite, n'a pas besoin d'humains. Elle se déploie par elle-même. Elle se déploie par la logique des masses, par exemple, par le mimétisme, sans que je vais dévoiler ce que je veux dire par la suite, sans que la prise de parole, sans que l'humain en tant qu'humain soit absolument nécessaire. Voilà, je ne vais pas plus loin, ça permettra d'acheter le livre à la grande joie de Benoît, que lui opposait donc. Et ça, donc, c'est le propre de l'épilogue, que je ne vais pas dévoiler pour que vous y allez jusqu'à l'épilogue si vous voulez pas du livre. Ce que je lui oppose, c'est la prise de parole. En fait, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que tout ce que je vous ai dit n'est qu'un récit. Et si vous croyez à ce récit, si vous croyez que c'est ça, le monde, ben effectivement, vous autoréalisez ce monde qui s'autoréalise précisément du fait qu'on y croit. Alors, vous voyez la difficulté de la mise en abîme et pourquoi ça s'appelle le capitalisme en son miroir. Il est spéculatif, donc il est toujours en miroir de lui-même parce qu'il se projette dans l'avenir, mais il doit être mis aussi en miroir à l'extérieur de lui-même. Regarde-toi, tu n'es qu'un récit. Et qu'est-ce qui n'est pas un récit? C'est ce que j'appelle la prise de parole. Parole, ici, est opposée à récit. D'où prologos et épilogos. Cette prise de parole, si ça avance, vous allez voir. Et voilà, pour lui donner de la consistance, j'écoute les gens. J'écoute ce que disent les personnes. Et j'écoute quand ils disent
mais non, mais ça, c'est pas ma vie. Ou ça, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Ou c'est pas la vraie vie. J'aime bien cette expression, c'est pas la vraie vie, quand il y avait une vraie vie. Mais non, la vie qu'ils vivent, c'est bien la vie. Et pour autant, on sent bien que par cette prise de parole, par le fait qu'ils mettent une parole sur l'expérience économico-sociale dans laquelle ils sont plongés, mettent une parole, et une parole qui est dissonante, alors ils en sortent, alors on en sort. Non, ce n'est pas ma vie. Non, cette logique spéculative, ce n'est pas la vie que je vis. J'ai des amis, j'ai des relations, j'ai une famille, je ne passe pas mon temps à spéculer, je passe pas mon temps à calculer, je fais plein de choses gratuitement. Donc, ma vie ne se confond pas avec le récit. Mais pour l'ancrer, cette parole, il faut juste écouter et écouter ce moment de dissonance. Mais non, c'est pas ça. Ce moment de dissonance, non, c'est pas ça que je dis. D'où nécessité d'une écoute hors du récit, de revenir. Alors, je déteste l'expression les vrais gens, hein, parce qu'il n'y a pas de faux gens et de vrais gens, mais de revenir à une écoute hors du récit, c'est-à-dire à ne pas décrypter ce que nous disons, ce que disent les gens, chacun. Avec les gens, ça peut être un trader comme un ouvrier, c'est pas les, vous voyez, les pauvres gens par rapport aux puissants, c'est chacun. Écoutez ce qu'on dit en dehors du récit, ce qu'on dit en dehors de cette logique que je viens de vous expliquer, de notre vie quotidienne. Et c'est en ce sens que j'essaie, mais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, de plaider pour ce que j'appelle un réalisme économique, c'est-à-dire l'économie se lie dans la réalité, elle ne se lie pas dans les structures, dans les idées, dans les systèmes du récit économique. Il ne faut pas nier ce récit, puisque, comme on l'a dit, il est producteur, il induit les comportements. Mais pour autant, les comportements ne se confondent pas avec ce que les récits impliquent. D'où le fait de revenir à la réalité. Alors, dans le travail invisible, c'est la réalité du travail tel qu'il se fait. Dans l'intelligence du travail, c'était la réalité du travail par rapport à la consommation. Et ici, c'est la réalité de ce que vivent des personnes relativement au récit, au grand récit du spéculatif, auquel ils adhèrent, auquel ils croient, et en même temps, auquel ils n'adhèrent pas complètement, et auquel, si tant est qu'on leur laisse la parole, ils témoignent qu'ils n'y croient pas. Voilà. Et donc, la proposition, mais qu'il ajuste en linéament, et j'espère écrire toujours avec Benoît la suite de ce livre, il s'agit de proposer d'agir à partir de la parole. Fort du principe, on n'échappe pas au lunétisme. Ça, c'est ma formation gérardienne. De toute façon, on n'échappera pas au lunétisme. On n'échappe pas au lunétisme, donc aux croyances. Donc, on ne peut pas échapper en revenant à la croyance, mais on peut échapper à cette croyance-là. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est à séparer les deux. On peut échapper à la croyance spéculative, et pour cela, c'est ce que j'appelle les agirs subsidiaires. C'est-à-dire, en fait, c'est regarder comment comment ça agit en dehors de la machine, en dehors du système que je vous ai décrit. Comment déjà il y a, par subsidiarité, il y a énormément d'agirs qui eux-mêmes créent du dysfonctionnement dans le système, créent la transformation de ce système. Bref, ce à quoi j'invite, c'est ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est et qu'il ne se confronte pas avec le récit du monde, car si nous confondons le monde avec le récit du monde, le récit spéculatif du monde, alors ne nous étonnons pas que ce monde ne soit plus que réduit au monde spéculatif. C'est précisément parce que nous ne confondons pas le monde et son récit que nous pouvons voir tout ce qui se fait en dehors de l'espace économique spéculatif qui déjà transforme le monde spéculatif. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et j'ai été, comme d'habitude, trop long, et je m'en excuse. J'espère qu'il y a un temps pour les échanges. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et dans cette époque où tout se calcule et tout se mesure, je ne sais pas si tu as été trop long, mais je sais que tu n'as pas perdu un seul participant des 90 participants sur toute la durée. Donc,
ça prouve que tu as captivé tout le monde et que tout le monde a suivi. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Je vais commencer avec deux questions, un tout petit peu longues, mais j'en aurai que deux, et je passerai la parole à Jean-Marc qui lui-même a des questions et encore plus axées sur la pensée de René Girard que la mienne, ou que les deux miennes. La première, c'est ce qui est tout ça est passionnant et malheureusement résonne beaucoup pour les gens qui vivent dans le milieu de l'entreprise et j'allais dire peut-être encore plus quand on est en contact avec les grandes entreprises. Pendant longtemps, on a considéré que pour devenir riche, une entreprise devait gagner la compétition contre ses concurrents. Et puis, Peter Thiel, qu'un certain nombre de vous connaissent, qui a été un des premiers investisseurs dans PayPal et dans Facebook, a dit ça, c'est fini. Si une entreprise gagne la compétition, elle ne devient pas riche, elle devient pauvre. Et ces concurrents qui perdent la compétition, eux, ils meurent. Donc, les seuls qui sont riches sont ceux qui innovent au lieu de s'occuper d'imiter. Et là, on rejoint en plein ton diagnostic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle qu'on donne à tous, c'est la société qui est en avance dans cette course à l'innovation, qui travaille, qui est avant les autres en train d'identifier les besoins des consommateurs, ou encore plus idéal, qui arrive à créer des besoins qu'ils n'ont jamais eus. Le premier qui arrive à convaincre qu'il faut avoir 3000 amis sur Facebook, il en devient très riche parce que personne n'a eu cette idée avant. Donc, tu l'as décrit, ces secteurs, à un moment, c'était le luxe, puis il y a eu la téléphonie, il y a eu l'Internet avec les GAFA ou avec Netflix. Et dernièrement, c'est un exemple que tu cites dans ton livre, tu compares Tesla à Renault, en rappelant que Tesla valait la moitié de la valeur de Renault en vendant 10 fois moins de voitures. Et c'est incroyable à quel point tu avais évidemment vu juste, puisque entre Mars et les voitures écologiques, Tesla vaut aujourd'hui plus que toute l'industrie automobile complète. Et il vaut 700 milliards de dollars. Et ce que tu rappelles, c'est qu'aujourd'hui en bourse, les sociétés qui perdent de l'argent, si elles vont très vite et qu'elles grossissent très vite, valent beaucoup plus cher que ceux qui gagnent de l'argent, puisque on s'occupe plus de la réalité, on s'occupe de l'anticipation de rêves et de choses de genre. Et plus que jamais, le nombre de titres sur lesquels on spécule est réduit. On n'est même plus à 20 000, on est à quelques sociétés qui font l'actualité tout le temps et qui, elles, il n'y a plus de ratio. C'est comme le Bitcoin, quoi. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Donc, aujourd'hui, dans le monde politique, médiatique, économique, ce qu'on entend, c'est que dès que le Covid est fini, on va pouvoir reprendre l'activité normale, puisque la norme, c'est ce qui a été décidé ensemble par ceux qui dominent le plus le système, et puis qu'on va reprendre la croissance perpétuelle. Alors que, évidemment, l'idée très forte qu'on vient d'entendre pendant près d'une heure, c'est que tout ça, c'est une croyance. D'où ma question. Tu as décrit la force de cette organisation collective. Qu'est-ce qui serait l'élément déclencheur qui fait que cette croyance spéculative qui constamment croit à cette croissance perpétuelle, les gens prendraient peur et finiraient par ne plus la partager? Quel pourrait être l'élément déclencheur? Parce que tu as l'air de dire que cette rupture arrivera, mais quel serait l'élément déclencheur? Alors, il y a au moins deux grandes... il y a trois grandes possibilités. La première, c'est un événement catastrophique, la Covid. Soudain, ça s'arrête. Et donc, c'est arrivé, ça. Ça s'arrête. Et donc, toutes ces personnes qui pédalaient à toute vitesse, on leur demandait de rester chez elles. Alors, certains ont beaucoup travaillé chez elles. Mais clairement, l'intensification du travail n'est plus de la même nature et clairement quelque chose est cassé. Donc ça je dirais, c'est déjà acquis. Je n'imagine pas qu'on puisse revenir à la logique spéculative telle que nous l'avons vécue, c'est-à-dire une sorte de logique frénétique, désinvolte, absolument optimiste quant à l'avenir. Ça, à mon avis, c'est derrière nous. Le business as usual, quoi. Oui, voilà, le business as usual des années 2010. Hein, ouais. Parce que, enfin, je suis assez ancien pour avoir connu les années 60 et 70. C'était pas le même business. Hein. Même 80, c'était pas le même business. Donc, le as usual, il faut savoir ce qu'on veut dire. Mais il y a une sorte comme ça
de paresse, c'est-à-dire, bah oui, la Covid, c'est une parenthèse, et on ira exactement comme avant. Moi, certains le pensent, hein, Elon Musk en premier. Moi, je n'y crois pas trop parce que je crois que c'est quelque chose qui est profondément cassé. Et parmi les choses qui sont cassées, ou en tout cas transformées, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que le rapport à l'autre, il va être de toute façon touché pour des années. La sécurité par rapport à l'autre, le risque viral de multiples façons. Bon. Voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, le retour en arrière, ce scénario 1, il existe pour certains, je ne crois pas trop. En revanche, le scénario dominant aujourd'hui, c'est une sorte de redémarrage en mode dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, bon, effectivement, on ne va pas retrouver la frénésie des années 2000-2010, certes, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, mais pour autant, quand même, les fondamentaux sont là et on va reprendre petitement notre activité. Alors ça, pour moi, c'est la plus grande paresse. Hein, c'est-à-dire, en fait, essayons de ne pas trop bouleverser ce qui a été bouleversé. Et ce sont tous les partisans aujourd'hui d'une croissance, ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire une croissance très très faible dans les années qui viennent, et absolument nécessaire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation. Pourquoi? Parce qu'on a une gigantesque dette. Et donc, s'il y a trop d'inflation, il va falloir refaire monter les taux d'intérêt. Et si on fait monter les taux d'intérêt, la dette va devenir insupportable. Donc, bref, essayons d'ajuster tout ça, quitte à avoir une petite croissance. Et on peut même trouver ça assez sympathique en disant, bon, finalement, ça nous permet, de casser ce rythme qui devenait frénétique, sûr, c'est certainement. Et puis, en termes écologiques, ça permettra des croissances moins consommatrices d'énergie. Donc ça, c'est le scénario qui me paraît, encore une fois, paresseux au sens où, en tout cas, pas très imaginatif. Le troisième scénario, c'est le scénario de la crise sociale. Parce que je n'ai pas pu l'aborder, mais le narcisse spéculatif, l'individu narcissique, s'il est en haut de la hiérarchie, son narcissisme est particulièrement honoré. Mais s'il est en bas, il est dans une frustration narcissique. Je ne sais pas si ça existe en psychologie, mais je l'invente ce soir. Son narcissisme se transforme en frustration permanente. Donc, les inégalités de revenus, dont on parle beaucoup, sont aussi exacerbées par cette divergence entre les classes sociales dès lors qu'on est dans une logique narcissique, donc pas de collectif où chacun se soutient. Donc si vous gagnez beaucoup. Et quand vous gagnez rien, je ne dis pas quand vous perdez, mais quand vous ne gagnez rien, le décalage avec ceux qui gagnent beaucoup s'agrandit. Donc ça crée une tension sociale dont on ne sait pas trop quoi faire. Hein, je crois qu'on est, à commencer par les gouvernants, sont très démunis par rapport à ça. On ne sait pas comment ça peut tourner. Et donc, qui pourrait construire à une rupture. Je lis une question plutôt connectée avec l'affaiblissement des démocraties. Bien sûr que ça joue. Bien sûr qu'il y a des formes de communautés qui reviennent, qui sont des communautés de type national ou relativement à une histoire nationale, que ce soit national ou pas, ça discute. En tout cas, une histoire nationale, un autre récit, qui serait le récit national contre le récit spéculatif. Donc, bien sûr que tout ça, ça encourage ces formes-là, qui ne naissent pas de rien, et surtout pas de l'imbécilité des personnes. Donc, d'une part. Et d'autre part, ça crée des tensions, pour moi, irréversibles, des tensions sociales irréversibles. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, le quatrième scénario, c'est le scénario, ce que j'appelle l'économie raisonnable, c'est-à-dire que on déconnecte point par point, raisonnablement, et on invente ce qu'il faut inventer pour sortir de l'économie spéculative. À mon avis, c'est le scénario le plus plausible, le plus désirable, mais comme il nécessite de l'énergie et du courage, il va être contrecarré par les paresseux et les lâches. C'est-à-dire ceux qui voudraient que ça continue comme ça et qui sont dans des positions, et à commencer par moi, je veux dire, on est dans des positions et que, en ce sens, c'est le business as usual dont tu parlais. Donc voilà, pour l'instant, ça tient. C'est le fameux pour l'instant, ça tient. Alors, donc, mais si on est, soit on est actif contre la transformation, soit elle se fera malgré nous. Hein. Ouais. Tu es en train de me donner la transition avec ma question, et après je laisserai, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, ce qui est frappant dans ton livre, et je trouve même de plus en plus dans ton œuvre, c'est
un grand positivisme et un grand humanisme. Tu parles d'économie, tous les étudiants ont été formés à la main visible d'Adam Smith, alors que toi, notamment dans ton livre La liberté qui écoute, tu cites l'autre passage d'Adam Smith qui, à mon avis, est plus important encore, qui est la conception selon laquelle, finalement, la société s'organise bien quand les égoïsmes de chacun sont partagés et sont optimisés entre eux. Et toi, tu n'es pas en phase avec ça, ni avec Hannah Arendt qui explique aussi que intérêt, ça veut dire inter-est, ce qui est entre les gens. Donc finalement, les intérêts, c'est ce qui nous lie, ce qui nous rapproche. Et toi, tu parles d'un concept que j'aime beaucoup, qui est de t'intéresser à la banalité du bien. Évidemment, tout le monde comprend le miroir, si je puis dire, avec Hannah Arendt. Et tu envisages de créer des laboratoires de bienveillance, que je trouve une idée magnifique et qui résume tout. Alors, ça me mène à la deuxième question. Quand tu parles de l'esprit malin de capitaliste, tu expliques au début du livre que tu as des amis qui t'expliquent que l'homme est en train de détruire la planète, que c'est vraiment honteux d'être un homme. Et je sais qu'il y a d'autres questions sur l'écologie, tu vas peut-être développer un petit peu. Quand tu dis l'esprit malin de capitalisme, comment est-ce qu'il faut l'entendre? Est-ce qu'il faut l'entendre au sens un peu biblique, puisque le mot malin est en gras dans ton titre, donc c'est visiblement le mot le plus important, encore plus que le capitaliste. Est-ce que c'est au sens biblique, ce malin, ou est-ce que c'est l'esprit malin, c'est qu'il se débrouille, il retombe toujours sur ses pattes, et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en débarrasser, parce qu'il est extrêmement résilient, et finalement, il continue à dominer, quoi qu'on en dise. Voilà, donc je serais content de t'entendre là-dessus. On a une génération où notamment on poursuit cette spéculation financière. On a vu que les capitalisations boursières explosent. On bat les records de démocratie à la baisse, de démographie, pardon. Il y a quand même des jeunes qui ont l'impression qu'on est criblé de dettes, criblé de chômeurs, et qu'on est des agresseurs de la nature, d'une nature qui n'en peut plus. Donc, c'est quoi ce malin? C'est le biblique ou c'est le modèle résilient? Et tu commentes un peu sur l'écologie, puisque je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Alors, le malin, c'est les deux. C'est les deux. Et je me souviens, quand on a trouvé le titre avec Benoît, c'était justement autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris, avec ce double sens. C'est les deux sens que tu annonces. C'est malin au sens de la ruse de l'histoire. C'est rusé, mais au sens des ruses de l'histoire. C'est-à-dire que ça se transforme, ça récupère, voilà. Et c'est malin au sens biblique, puisque le malin au sens biblique, c'est celui qui fait croire à l'inverse de ce qui est. Donc, on se souvient au moins par culture du fait que le serpent dit, Dieu dit à Ève, disons, tu peux manger de tous les arbres, sauf celui-là. Et le serpent retraduit, tu ne peux pas manger de tous les arbres du jardin. On pourrait dire que c'est la même chose, mais c'est exactement l'inverse. Cette inversion, c'est ça la malice, en fait. Et c'est la version du miroir. La vie que vous croyez, la vie que vous vivez, c'est la vie que je vous présente dans le récit. Cette vie spéculative. Et je vous fais croire ça. Et même narcissique, avec des avantages narcissiques. Donc la malice, c'est de croire que c'est le monde, alors que ce n'est qu'un récit du monde. Mais en faisant croire que c'est le monde, on finit par vivre ce monde-là et donc à autoréaliser le monde. Et la malice se réalise de la même façon que Ève finit par croquer la pomme. Et que je vous rappelle que la grande entreprise du GAFAM, c'est Apple, qui est une pomme qui est croquée. Faire de la métaphore économique, c'est intéressant que Apple se soit une pomme croquée. Voilà, donc les deux. Après, je reviens juste un instant sur réalisme et bienveillance. Cet humanisme dont tu parles, pour moi, il n'est pas moral déconnecter l'économie. Et c'est pour ça que je suis un peu gêné sur Adam Smith, parce qu'il faudrait passer une soirée sur Adam Smith, en fait, qui est plus ambigu et complexe et intéressant que ce que t'en dis, par exemple, dans l'extrait que tu as repéré. L'économie est une science morale. Voilà. L'économie, c'est une façon d'être ensemble en transférant, en produisant et en transférant des richesses. Donc c'est moral, ça. Ce qui me motive depuis des années, c'est à rappeler, enfin je ne suis pas le seul, hein, l'économie de science morale, c'est un livre de Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Hein. Mais ce qui me motive, c'est
la lutte contre l'obscurantisme économique, les gens qui ne comprennent pas l'économie et qui croient que ce sont des équations et des choses déconnectées, mais ça n'a jamais été ça l'économie, c'est très récent, cette façon de penser l'économie. L'économie, ça a toujours été pensé depuis les temps les plus anciens comme du sens moral, le sens de l'organisation la moins mauvaise possible de la maison, l'oikos. La maison, ouais. On va revenir à l'écologie, oikos nomos, oikos logos. Donc, et du fait que ce soit une licence morale, c'est une licence pour les humains, par les humains et pour les humains. Le reste ne m'intéresse pas, les équations ne m'intéressent pas au sens comme si elles avaient leur autonomie. Ça, c'est le malin qui fait croire ça. Ils ont leur autonomie, qui est une sorte de fatalisme, qu'il faut suivre les lois de l'économie qui ne sont jamais que des lois des malheureux humains qui y croient et qui vont dans le même sens. Je ne crois pas une seconde, pour avoir passé 40 ans de ma vie à étudier l'économie, je ne crois pas une seconde qu'il y a des lois en économie. Il y a des faits économiques, il y a des certaines récurrences en économie, mais de là, avoir des lois et faire des liens avec des lois de la nature, ça me paraît, il y a encore tenté qu'il y ait des lois de la nature, mais enfin, mettons, ça me paraît complètement une usurpation de scientificité. Donc voilà, l'économie est naturellement humaniste. Voilà, il faut donc la restaurer dans ce qu'elle est, de noble, d'intéressant, au même titre que la sociologie, au même titre que la théologie, que l'ensemble des sciences humaines et sociales. Voilà ce que j'appelle la parole à mon camarade qui en plus a aussi des questions qui arrivent par le net et qui va. Jean-Marc, à toi. Oui, alors merci pour cette présentation formidable. Moi, je voulais simplement, donc j'ai condensé un petit peu ce que je souhaitais demander pour laisser de la place à nos intervenants. Moi, ce qui me semble tout à fait impressionnant dans ce que vous avez dit et vu de notre perspective, c'est que vous procédez à un enrichissement et une actualisation de la théorie mimétique. On peut dire que sur notamment la théorie du désir et ses différents avatars, on avait le socle de mensonge romantique et vérité romanesque. On retrouve d'ailleurs cette idée de peut-être, je dirais, de mensonge spéculatif et de vérité du travail, d'une certaine façon. Et puis, on a eu une première actualisation, peut-être, qui est née assez rapidement pour traiter du monde contemporain avec l'enfer des choses de Dupuy et Dimouchel. Et puis, aujourd'hui, vous nous proposez, en fait, me semble-t-il, quelque chose de tout à fait nouveau à travers ce concept de spéculation. C'était une inscription des grands concepts girardiens dans le temps. Ainsi, on voit que le désir mimétique devient chez vous l'imitation spéculative des autres, avec une façon de chaque micro-capitaliste, chaque narcisse, de se projeter dans le temps de ses promesses qui seront tenues ou pas et qui deviennent en fait ses désirs. Donc, qui n'est pas simplement en rivalité avec les autres, mais qui est aussi en projection vers un devenir fantasmé. De ce point de vue-là, ce que vous avez dit sur la frustration chez Girard, la déception est toujours ce qui suit le désir, y compris quand le désir est réalisé et satisfait. Le deuxième élément, c'est que vous, en quelque sorte, vous substituez à la notion de contagion mimétique le concept de synchronisation et vous nous montrez quelque chose de très impressionnant, qui est presque encore plus impressionnant dans le livre, de voir comment, à partir de cette loi ERISA de 1974, tous les évolutions socio-économiques, tous les comportements se sont alignés sur ce mode spéculatif. Et puis, quand vous nous parlez du grand récit spéculatif, en fait, du monde, et cette espèce de fantasme d'un monde à venir et de la fin des anciens mondes, en fait, vous nous parlez d'un mythe, peut-être qui est le mythe de notre modernité. Et comme tout mythe, et comme René Girard nous en a averti, tout mythe contient sa part de mensonges et d'illusions. Donc, je souhaiterais peut-être vous interroger sur effectivement l'importance de cette dimension temporelle que vous ajoutez à des choses qui, jusqu'à présent, étaient vues plutôt dans une dimension essentiellement spatiale, de comparaison avec les autres, sans forcément prendre toute la dimension de projection dans l'avenir et dans les promesses. Bon, merci pour la question et les commentaires surtout. C'est vraiment plaisir de pouvoir échanger sur la base de ceux qui
m'anime depuis 30 ans. J'ai fait ma thèse de doctorat au début des années 80, enfin, en 93, en impliquant, on va dire, la grille de lecture gérardienne, non pas au désir, mais à la raison. Un économiste suppose que l'individu est rationnel. Et donc, j'avais appliqué cette grille de lecture à la rationalité pour montrer que toute rationalité a une dimension du mimétique. Elle n'est pas entièrement mimétique, mais elle a une forte dimension mimétique. C'est-à-dire que je suis vraiment rationnel si je fais ce que je fais par rapport à ce que les autres font. Et parce que, comme dit Keynes, une phrase célèbre, hein, mieux vaut avoir tort avec le marché que raison contre lui. Mieux va avoir tort avec le récit du capitalisme spéculatif que raison contre lui. Quand on est dans cette logique mimétique. Et voilà pourquoi chaque micro-capitaliste s'ajuste sur les autres et à un moment donné naturalise ce monde en disant c'est le seul possible. Donc, merci pour tout ça. Oui, je crois que tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'est autour de, autour de René Girard. Quand je l'avais présenté, j'ai rencontré en 1995, que je l'avais présenté. Alors, si vous avez connu René, ce n'était pas un grand connaisseur en économie. Hein. Je pense que c'est très humblement, il pouvait dire que c'est échappé complètement. Mais il m'avait dit, non, il faut continuer, il faut vraiment travailler là-dessus parce que, effectivement, il y a quelque chose. Et on avait commencé à parler de ça, effectivement. Et je l'ai oublié, hein, pour tout vous dire, je l'ai oublié jusqu'à ce soir. On avait parlé du temps et du fait que l'économie inscrit les phénomènes mimétiques dans le temps, parce qu'il y a une réalisation, une production, et un investissement, une épargne, bref, que la société qui se produit dans le temps, se fait dans le temps. Donc, oui, il y a tout ça. Oui, je crois que il y a une sorte de diachrony dans l'analyse gérardienne, enfin du désir, et là, il y a un peu plus de synchronie, un peu plus, en tout cas, de déploiement. Oui. Un autre point, c'est que je crois que les organisations productives jouent le rôle que René Girard confiait au rite pour le désir. Elle joue pour la raison ce que Girard confie au rite. Vous voyez, la religion, pour faire large, mais en fait, c'est plus que la religion, c'est les gestes de la religion. Et en fait, les organisations, dans la mesure où elles divisent le travail et elles l'organisent, elles cadrent les mimétismes. Et par exemple, tout à l'heure, on disait que la concurrence, en fait, elle est ordonnée. Donc, le mimétisme est ordonné, organisé, cadré par les organisations. Et les micro-concurrences entre les individus sont en fait orientées par l'organisation. D'où l'intérêt de penser un monde qui se liquéfie, dans lequel les organisations elles-mêmes se liquéfient, parce qu'elles avaient un rôle de contrôle social, notamment des emballements mimétiques. Quand vous avez entendu tout à l'heure, quand je parlais des émotions, des communautés d'émotions, ces communautés, positivement, c'est Chirac, Johnny, dans l'ensemble de Paris, mais négativement, c'est le bouc émissaire, c'est la concentration sur l'ennemi, oui, on est à la merci de ça aujourd'hui, avec des emballements très rapides, hein, de la montée aux extrêmes de HEV Costit, c'est monté comme ça. Et les entreprises, en tout cas les organisations productives, cadraient ça. Et transformer ces éventuelles montées aux extrêmes en compétition rationnelle. L'ennemi, les Chinois qui ne prenaient pas de marché, bon, bref. Là, si ça se brise, ou en tout cas ça devient plus flou, ça aura des conséquences sur les équilibres, d'où la question que j'ai vue tout à l'heure sur la montée de radicalité ou simplement de communautés classiques pour retrouver de l'anomie, enfin du nomos, de la règle et du communautaire stable. On arrive bientôt à 1h30 et une des frustrations de ce genre d'exercice, c'est qu'on a beaucoup plus de questions que quand les gens sont à l'oral et qu'on les temps de répartition de parole. Alors, on essaiera peut-être de copier toutes les questions pour que tu les reçoives.
Je propose qu'on en prenne une et que Jean-Marc ait le mot de la fin. Oui, peut-être que Oui. sur les questions, il me semble qu'il y a Vas-y. beaucoup de choses qui se rejoignent sur la question du récit, soit peut-être avec une forme d'espérance, c'est-à-dire sur la possibilité d'un nouveau récit qui serait celui de l'écologie, soit sur quelque chose que je comprends comme un repoussoir dans la remarque qui nous est faite, c'est les promesses ou la promesse du transhumanisme. Donc, peut-être par rapport à ces deux aspects, comme possibilité d'un nouveau récit entre écologie, transhumanisme, vos positions. Alors, je vais être bref pour libérer chacun. L'écologie, c'est effectivement un contre-récit, ou plutôt ce sont des contre-récits, il y a plusieurs formes d'écologie, dont une partie est très facilement récupérable de la spéculation. Il suffit d'imaginer une merveilleuse croissance grâce à l'écologie, à l'économie verte, et hop, on est parti d'un relais de croyance qui serait le relais de croyance écologique. Donc, une partie de l'écologie qui est soluble dans le récit spéculatif. Une autre partie est plus résistante, plus réactive, plus décroissante. Effectivement, elle sort du récit dans ce cas. Donc, il y a quelques pages sur l'écologie dans le livre. Je me permets de vous laisser les découvrir parce que ce serait long et enfin, ça mériterait un peu plus que 2 secondes pour en parler. Mais effectivement, il y a ce possible contre-récit écologique. Le contre-récit transhumanisme, non. Pour moi, c'est un relais de croyance, le transhumanisme. Pour moi, c'est une énorme blague. Mais je veux dire, c'est comme beaucoup d'attentes technologiques comme ça, qui font rêver, c'est une sorte de promesse, pour le coup, totalement spéculative, puisqu'elle attire de l'argent pour réaliser des transformations dont on ne sait rien et qui n'intéressent que ceux qui le font, au fond, ceux qui tentent de les pratiquer, qui projettent ce monde fataliste, anti-humaniste, comme un désirable maîtrisé par la logique de l'esprit malin. L'esprit malin va déboucher là-dessus. Ce que j'essaie de dire, c'est que entre la réalité du monde, qui est humain, et le transhumanisme, qui est une sorte de fantasme, un mythe à l'intérieur du mythe. Je ne vois pas dans le transhumanisme un nouveau récit, mais presque l'exacerbation caricaturale du récit spéculatif. C'est tellement spéculatif qu'on peut imaginer que l'homme lui-même spécule sur lui-même et se dépasse dans une sorte d'apothéose spéculative du narcisse absolu, qui n'existe plus d'ailleurs, puisqu'il est remplacé par un au-delà de l'humain, mais maîtrisé par l'humain. Tout ça, on n'est pas à un moment où on est comme au Monopoly, où les gagnants de la spéculation ont tellement de milliards qu'ils se disent bon, bah, maintenant, je vais essayer le rêve prométhéen qui est de me débarrasser de la mort. Voilà, alors, débarrasser de la mort, conquérir Mars, ne tombons, ne soyons pas dupes des ruses du serpent. Ça me paraît une bonne conclusion. Et Emmanuel, si vous avez d'autres choses, je voudrais peut-être terminer sur une note plus catastrophique quand même, pour vous monter le moral. Ça ne m'étonne pas de toi. Parce qu'il y a quand même une grande idée dans ton livre, Pierre-Yves, et on a commencé à l'aborder avec la réflexion sur le temps, mais tu ne l'as pas vraiment, à mon avis, assez souligné. C'est que ce que tu mets bien au jour, c'est dans ce passage du capitalisme cumulatif au capitalisme spéculatif, c'est un éclatement du sens du temps. Et l'esprit malin du capitalisme, c'est une eschatologie qui est récupérée d'une certaine manière, cet attracteur puissant que devient l'avenir, qui est quand même une des forces de la pensée eschatologique, il a récupéré par le système, mais désorganise complètement, disloque le sens du temps. Et je trouve très vertueux la chute de ton livre par ce retour sur la prise de parole. Et qu'est-ce que c'est que la prise de parole dans toutes nos activités quotidiennes, cette forme de maranisme en quelque sorte que tu décris, puisque nous sommes à l'intérieur du système, mais nous pratiquons aussi autre chose. Qu'est-ce que c'est que la prise de parole, sinon un ressaisissement
du rôle central du présent, sans lequel se disloquent les trois hypostases du temps que sont le passé, le présent et l'avenir. C'est très exactement ça. Alors, emprunté à De Certeau, puisque cette prise de parole, c'est un livre de Certeau, après mai 68, qui s'appelle Prendre la parole. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, la vraie vie dont on parle, en fait, c'est la vie présente dont il faut parler. C'est la vie présente, c'est la vie du présent. C'est la réappropriation et le réinvestissement dans le présent face à un récit qui nous dit le présent est déjà du passé parce que notre présent c'est déjà l'ancien monde, parce que c'est l'avenir qui est notre présent. Et nous vivons notre vie qui est déjà du passé parce que l'avenir est un présent perpétuel. Et évidemment, dans lequel on court, tels ces personnages de bande dessinée qui n'atteignent jamais la carotte qu'on agit devant eux. Mais c'est ce mouvement qui remplace, comme tu dis, qui fait éclater le sens du temps classique. Mais en fait, ce retour au présent est un grand classique de la théologie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir un certain nombre de gens maintenant qui vont avoir envie de préparer un dîner. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'on attend le prochain livre comme excuse pour pouvoir refaire la prochaine conférence. C'est à la fois pour moi, avec plaisir. C'est à la fois un angle très particulier sur le travail, l'entreprise, etc. Et à la fois tellement imbibé de girardisme que ça nous parle tous beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.